5 personnes ont disparu au cœur des montagnes de Sinaloa. 24 ans plus tard, la Terre a livré son secret. Qu'a donc vu cette famille qu'elle n'aurait pas dû voir? Le vendredi 11 juin 1999, une douce matinée s'est levée à Culiacán, dans l'état de Sinaloa. Au 47 rue Ignacio Aldama, dans le quartier de Las Quintas, la famille Garcia Lopez se préparait pour un voyage planifié des semaines à l'avance. Juan Garcia, 41 ans, vérifiait les pneus de son Ford Explorer vert foncé, tandis que sa femme, Marila Lopez, 39 ans, pliait soigneusement les vêtements des enfants et les plaçait dans une valise bleue à la fermeture éclair cassée. C'était un week-end simple, mais empreint de tradition. Ils se dirigeaient vers le ranch familial dans les montagnes de Badiraguato, une propriété héritée par la famille Garcia plus d'un demi-siècle plus tôt. Leurs 3 enfants, Diego, 10 ans, Camila, 8 ans, et Andrés, à peine 5 ans, jouaient sur le porche en attendant de monter dans la voiture. L'ambiance était joyeuse. La famille était soudée, affectueuse, presque cinématographique dans son quotidien. Leurs voisins les décrivaient comme calmes, travailleurs et amicaux. Juan était électricien indépendant. Marila avait été institutrice avant de décider de se consacrer entièrement à ses enfants. Aucun d'eux n'avait de lien connu avec la criminalité, les dettes ou un casier judiciaire. Le départ eut lieu vers 10h30 du matin. Juan fit signe à don Ernesto, le voisin du coin, qui parvint à peine à dire « bon voyage ». Ce fut la dernière fois qu'on les vit. À partir de ce moment, la famille Garcia Lopez disparut de la surface de la terre. Le voyage de Culiacán à Badiraguato, bien que court, traverse l'une des régions les plus complexes du Mexique, la Sierra Madre occidentale. La route serpente à travers des montagnes couvertes de pins et de profonds ravins, traversant des territoires autrefois et aujourd'hui dominés par des cellules du cartel de Sinaloa. À la fin des années 1990, les autorités étaient à peine présentes dans la région. Ce qui se passait sur ces terres n'était pas mentionné dans les journaux, et encore moins devant les tribunaux. La famille devait arriver au ranch avant 14h. Le plan était de passer le week-end à nettoyer la maison, fermée depuis des mois, et de rentrer à Culiacán le dimanche après-midi. Leticia Lopez, la sœur de Marila, attendait un appel téléphonique qui n'arrivait jamais. À 18h, elle composa plusieurs fois le numéro de Juan, sans succès. Elle essaya également le téléphone rural du ranch, qui était toujours en panne. Elle supposa qu'il n'avait peut-être pas de réseau, mais lorsque le samedi arriva et qu'il n'y eut toujours aucune nouvelle, son anxiété se transforma en peur. Leticia passa son dimanche à téléphoner, cherchant des réponses. Personne dans la famille ne savait rien. Les voisins du ranch ne les avaient pas vus arriver. Lundi matin, elle se rendit au parquet de Culiacán pour signaler une disparition. Elle ne reçut que de l'indifférence. « Il faut 72 heures, madame. »« Attendez un peu, ils reviendront probablement », lui dit l'agent qui s'occupait d'elle. Mais Leticia connaissait sa sœur. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Marila n'était pas impulsive. Elle n'aurait pas disparu avec ses enfants sans prévenir, sans raison impérieuse. Ce qui l'inquiétait le plus, c'était le silence. Aucun signe du véhicule, aucun appel au secours, aucun témoin. La terre semblait s'être ouverte et avoir englouti 5 personnes. Ce même jour, Leticia et son mari Joaquín décidèrent de se rendre au ranch. Le voyage fut long et tendu. À leur arrivée, ils trouvèrent la maison cadenassée. Les plantes du jardin étaient sèches. Aucune trace de pas fraîche ne se trouvait sur le chemin de terre. Ils ont vérifié à l'intérieur par une fenêtre cassée. Tout était en ordre, comme la dernière fois, aucune trace de lutte, aucun objet déplacé, ils n'étaient tout simplement pas arrivés. Ils sont rentrés à Culiacán la gorge serrée. Leticia a insisté auprès du parquet, elle a remis des photos, des documents, des copies d'actes de naissance, elle a sollicité l'aide des médias locaux. Mais dans un État comme le Sinaloa, où la violence et le trafic de drogue sont intimement liés au quotidien, les disparitions peuvent être un sujet délicat, voire dangereux. Personne ne voulait s'impliquer, personne ne voulait parler.
Ainsi commença l'une des histoires les plus douloureuses et les plus silencieuses de la région, une famille entière disparue sans laisser de traces, 5 noms effacés par la peur. Un mystère qui resterait sans réponse pendant plus de 2 décennies. Mais la sœur de Marilla refusait d'abandonner, car, tandis que le reste du monde oubliait, elle s'était juré de ne pas trouver de repos avant de les avoir retrouvés. Le lundi 14 juin 1999, peu après 7 heures du matin, Leticia Lopez se tenait devant le bureau du procureur général de l'État à Culiacán. Elle portait une chemise en plastique bleu remplie de documents, de photos de famille et un carnet où, depuis la veille, elle notait chaque étape, chaque appel, chaque information, comme si l'ordre l'aiderait à garder la raison. Elle n'avait pas dormi. Sa sœur, son beau-frère et ses 3 neveux avaient disparu, et personne ne semblait comprendre la gravité de la situation. Au comptoir, une jeune employée lui tendit un formulaire d'une voix monocorde. Leticia expliqua d'une voix ferme que toute la famille n'était pas rentrée de voyage, qu'ils n'avaient pas communiqué depuis vendredi, qu'ils n'étaient pas arrivés au ranch. La femme hocha lentement la tête et répéta la phrase que Leticia redoutait déjà d'entendre. « Vous devez attendre 72 heures avant que nous puissions ouvrir une enquête officielle. Ils ont probablement été ou sont actuellement au secret. » Leticia sentit une boule se former dans sa gorge, mais elle ne renonça pas. Elle insista, précisant les heures et les lieux, et montrant des photos des enfants. L'agent la regarda un instant avec un mélange de pitié et de résignation. Finalement, elle écrivit un mot informel et promit d'avertir un agent. Le reste de la journée, Leticia visita hôpitaux, commissariats et gares routières. Elle se renseigna auprès de la Croix-Rouge, parla aux journalistes et frappa à des portes qui restaient fermées. Son angoisse grandissait à chaque « on ne les a pas vus ». Son mari, Joaquin, visiblement dévasté, l'accompagnait en silence. Ils savaient tous deux que quelque chose de grave s'était produit, mais ils n'avaient toujours aucune preuve, seulement le silence. Le mardi, ils décidèrent de retourner au ranch. Cette fois, ils emmenèrent un ami de confiance et des lampes de poche, avec l'intention d'inspecter chaque recoin. Le chemin de terre était sec et poussiéreux. L'entrée du ranch était toujours cadenassée. Personne n'y était passé. À l'intérieur, tout était comme il l'avait laissé la dernière fois, des chaises empilées, une table poussiéreuse, la vaisselle rangée et les lits faits. Rien ne laissait présager l'arrivée de la famille. De retour à Culiacán, Leticia commença à comprendre que les autorités tarderaient à réagir. Elle sollicita l'aide des médias, mais se heurta à des tergiversations. Un journaliste chevronné lui expliqua à voix basse. « Ce domaine est délicat. Il y a des choses qu'il vaut mieux laisser intactes. » Elle comprit aussitôt, il s'agissait de trafic de drogue. La région de Badiraguato avait été, pendant des décennies, un point névralgique du trafic de drogue au Mexique, berceau de barons historiques, refuge de laboratoires clandestins et passage essentiel pour les routes de la drogue vers le nord. Ces montagnes luxuriantes et isolées servaient à la fois de cachette et de moyen de disparition, et chacun savait que ce qui s'y passait y restait. Leticia commença à soupçonner que sa famille avait vu quelque chose d'inattendu ou que, peut-être involontairement, elle avait croisé les mauvaises personnes, une exécution, une cargaison, une conversation. Dans ces territoires, tout peut sceller un destin, mais elle n'avait aucune preuve et personne ne voulait parler. Dans les villes voisines, ses tentatives d'obtenir des informations se heurtaient à des regards distants et à des portes closes. Les gens avaient peur. Même ceux qui connaissaient Juan depuis son enfance évitaient de dire un mot. Une femme plus âgée, la voyant insister, lui chuchota, le regard empli de terreur. « Ne cherche pas, ma fille, prie plutôt pour eux. » Malgré le silence, Leticia ne s'arrêta pas. Elle commença à tout consigner dans un carnet qui devint bientôt un journal intime. Elle nota les lieux visités, les personnes contactées et les rumeurs entendues de bouche à oreille. Elle créa une carte rudimentaire avec des routes, des chemins de terre et des voies d'évacuation possibles. L'absence de soutien officiel a fait d'elle une chercheuse, une archiviste, une porte-parole et, surtout, une gardienne de la mémoire. Chaque mois, elle retournait au parquet, fournissant de nouvelles informations, faisant pression, exigeant, plaidant. À chaque fois, elle était reçue par une personne différente et,
inévitablement, devait tout reprendre depuis le début. Pendant ce temps, le dossier ne s'enrichissait guère, il s'agissait toujours d'une absence volontaire. À la fin de l'année, l'affaire ne faisait plus la une des journaux et n'attirait plus l'attention du public. Mais Laetitia continuait ses recherches. Elle conservait les dessins scolaires des enfants, la dernière lettre de Marilla et un t-shirt appartenant à Roanne. Elle avait installé un petit hôtel chez elle. Là, elle allumait des bougies chaque soir, convaincue que, quelque part, quelqu'un connaissait la vérité. Les mois passèrent, puis les années. Et même si les visages s'effaçaient de la mémoire collective, Laetitia ne les laissait pas tomber dans l'oubli, car tant qu'ils n'apparaissaient pas, vivants ou morts, elle ne fermait pas les yeux. Ainsi, seule contre le silence, elle entama une croisade qui allait durer plus de 2 décennies. À la fin des années 1990, parler de Badiraguato était, pour beaucoup au Mexique, comme nommer un fantôme. Tout le monde savait qu'il existait, qu'il était réel, mais rares étaient ceux qui osaient l'affronter. Cette région montagneuse, située au cœur de Sinaloa, était depuis des décennies une enclave stratégique pour le trafic de drogue, idéale pour cacher des cultures et des laboratoires. Elle était aussi riche d'histoire, car certains des trafiquants de drogue les plus notoires du pays étaient nés et formés. En 1999, ce pouvoir était absolu. La famille Garcia Lopez a disparu sur ce territoire précis. Les premières questions que Laetitia posa aux habitants des villages voisins furent accueillies par des regards évasifs. Personne ne voulait parler, non pas par ignorance, mais parce qu'ils en savaient trop. Sur ces chemins de terre, l'emprise du crime organisé était aussi quotidienne que le chant des coqs au matin. Chaque mouvement était surveillé, chaque nouveau visage noté, et chaque silence était une façon de survivre. Les cartes officielles indiquaient que cette zone faisait partie de l'État de Sinaloa, mais en pratique, les institutions gouvernementales étaient absentes. Les rares patrouilles qui y circulaient le faisaient avec prudence, de nombreux agents étaient locaux ou avaient des liens familiaux avec le trafic de drogue. Les ordres ne venaient pas de la capitale, mais des hauts plateaux. Les lois étaient dictées non par les juges, mais par les autorités locales. Dans ce contexte, un signalement de disparition n'était qu'un murmure dans la tempête. Laetitia commença à entendre des rumeurs, des gens avaient vu un pick-up vert semblable à celui de Roanne prendre un virage dangereux, d'autres parlaient d'un poste de contrôle improvisé installé par des hommes armés en tenue de travail. Personne ne citait de nom, personne n'indiquait de lieu précis, mais le schéma était clair. La famille avait franchi une ligne invisible, un seuil séparant le Mexique institutionnel d'un Mexique en guerre, il n'y avait pas de retour en arrière possible. L'un des rares témoignages que Laetitia a pu recueillir est celui d'un jeune assistant d'un ranch voisin. Il a refusé de donner son nom, mais a déclaré que quelques jours après la disparition, il avait entendu des coups de feu dans les montagnes, près d'une grotte que les habitants appelaient le « tunnel des vivants ». Selon lui, cette zone avait déjà servi à exécuter des transfuges du cartel. Il a précisé que personne n'avait crié à cet endroit, l'écho étant absorbé par la montagne. Laetitia a transmis cette information au parquet et a demandé l'envoi d'une équipe de recherche, elle a même proposé de payer le carburant de sa poche, mais la réponse a été un mélange d'indifférence et de peur. Cette zone est très dangereuse, lui a-t-on dit. Nous n'avons pas les moyens d'y entrer sans renfort militaire. Les semaines ont passé, puis les mois, et le dossier a pris la poussière. Pendant ce temps, Laetitia poursuivait sa propre enquête. Elle s'entretenait avec des prêtres, des instituteurs ruraux, des commerçants et tous ceux qui voulaient ou pouvaient partager quelque chose. Elle découvrit que le silence n'était pas seulement une réaction individuelle, mais un système imposé par des années de violence. Les gens gardaient le silence parce qu'ils avaient appris qu'à Badiraguato, poser trop de questions était une condamnation à mort. Les montagnes n'étaient pas seulement un lieu géographique, c'était un univers régi par ses propres règles, où les histoires disparaissaient comme les gens. Il n'y avait ni journaux télévisés, ni caméras, ni marche pour les disparus. Là-bas, la vérité avait un prix, et la mémoire était souvent un luxe inaccessible. Laetitia comprit alors qu'elle ne luttait pas seulement contre l'oubli, mais contre une structure entière, un réseau de pouvoir, de peur et de complicité qui s'étendait des villages les plus reculés aux bureaux les plus prestigieux du gouvernement. Chaque indice qu'elle trouvait semblait se dissoudre,
chaque témoin apparaissant disparaître, et pourtant elle ne s'arrêta pas. Car même si la terre était dominée par la peur, Laetitia devint une exception, une femme déterminée à défier les lois tacites de la montagne, à marcher là où personne ne voulait aller, à nommer l'innommable. Et à mesure qu'elle avançait, une idée troublante lui apparut de plus en plus clairement, la disparition de la famille Garcia Lopez n'était pas un accident, mais un avertissement, un message. Dans cette région de secrets et de tombes anonymes, des cas similaires n'étaient pas rares. Lorsqu'une personne disparaît, les premiers jours sont cruciaux. Chaque heure compte, chaque appel sans réponse, chaque trace non examinée, chaque témoin non interrogé peuvent faire la différence entre retrouver quelqu'un en vie ou le perdre à jamais. Dans le cas de la famille Garcia Lopez, les premières heures furent gaspillées dans la bureaucratie, l'indifférence et la peur. Lorsque les autorités décidèrent d'agir si tant et qu'elles le fassent sérieusement, toutes les traces avaient été effacées. Laetitia insista pour qu'une recherche officielle soit menée sur la route reliant Culiacan au ranch familial. Elle a elle-même créé une carte maison indiquant les points clés, stations-service, magasins, détours et entrées de barrages routiers. Elle a transmis ces informations aux enquêteurs désignés, mais il n'y a eu ni déploiement policier, ni hélicoptère, ni chien pisteur. Seuls 2 agents subalternes ont parcouru quelques kilomètres dans une voiture de patrouille banalisée, ils sont revenus au bureau quelques heures plus tard avec un rapport vierge, sans nouvelles informations. Personne n'a recherché le Ford Explorer dans les garages ou les casses automobiles de la région. Personne n'a vérifié s'il était passé par un péage ou s'il avait été aperçu à des points de contrôle. Aucune information n'a été demandée à la garde nationale ou à l'armée, qui patrouillait occasionnellement dans la zone. Les journaux d'appel n'ont pas été comparés, ni l'activité la plus récente sur les téléphones de Juan ou de Marila analysée. L'enquête officielle n'a été qu'un échec. Pour Laetitia, cela n'a pas été une surprise, elle avait compris dès le premier jour que l'affaire de sa famille était vouée à l'échec. Elle a donc commencé ses propres recherches. Avec l'aide de son mari, Joaquin, et de quelques amis de confiance, elle a loué un véhicule et a sillonné les petites routes, celles qui n'étaient pas indiquées sur les cartes. Elle a discuté avec des chauffeurs de bus, des agriculteurs et des vendeurs ambulants. La plupart ont nié avoir vu quoi que ce soit, quelques-uns, plus compréhensifs, ont admis avoir entendu quelque chose, mais sans donner plus de détails. Lors d'un de ses voyages, Laetitia trouva une paire de chaussures d'enfant poussiéreuses au bord d'un chemin de terre près d'El Palmarito. Elles ressemblaient à celles que Camila portait autrefois. Tremblante, elle les rangea dans un sac plastique, même si elle savait qu'elles ne pouvaient servir de preuve sans chaîne de possession. Elle les remit néanmoins au parquet. Elle n'obtint jamais de réponse. Au fil des semaines, des rumeurs ont commencé à se répandre, le camion de Juan avait été vu arrêté sur une route sans issue, des hommes armés les avaient interceptés par erreur, les prenant pour des informateurs, quelqu'un les avait emmenés dans une maison délabrée, et on n'avait plus eu de nouvelles d'eux depuis. Chaque version était plus douloureuse que la précédente, mais aucune n'était confirmée. Ce n'étaient que des rumeurs. Laetitia ne s'est pas arrêtée là. Elle a examiné les archives de presse à la recherche de similitudes, d'autres personnes disparues, d'autres cas de familles entières rayées de la carte. Elle a trouvé des schémas récurrents entre 1996 et 1999, au moins 12 personnes avaient disparu dans des circonstances similaires dans la région montagneuse de Sinaloa. Certains étaient accusés de règlement de compte, d'autres n'avaient jamais fait l'objet d'une enquête. Nombre d'entre eux partageaient un point commun, le dernier endroit où ils avaient été vus se trouvait près d'une route secondaire menant à Badiraguato. Un jour, alors qu'elle visitait une petite église rurale, Laetitia s'entretint avec un prêtre âgé qui lui offrit du café et le silence. Au début, il refusa de dire quoi que ce soit, puis, d'une voix tremblante, il avoua avoir entendu parler, des années auparavant, d'une famille enterrée vivante dans une mine scellée. Il ignorait si c'était une légende ou un fait avéré, il dit simplement, « Ici, ma fille, il y a des histoires qu'il ne faut pas répéter, c'est pourquoi presque personne n'en a de mémoire. » Les semaines se sont transformées en mois. Le dossier a continué à prendre la poussière. Le camion de Juan n'est jamais réapparu. Les affaires des enfants n'ont jamais été retrouvées. Les traces se sont estompées, comme si elles avaient été volontairement effacées.
Laetitia commença à croire qu'il ne s'agissait pas d'une simple omission, mais d'une dissimulation. Chaque jour qui passait s'amenuisait, mais sa détermination à ne pas les laisser devenir une statistique grandissait également, car derrière chaque page blanche du dossier se cachait une histoire digne d'être racontée. Elle n'allait pas permettre que sa sœur, son beau-frère et ses neveux soient réduits à un simple numéro. Ce que Laetitia ne savait pas alors, c'est que, des années plus tard, son entêtement sèmerait une graine qui, arrosée par la douleur et le courage, finirait par fleurir dans l'endroit le plus sombre des montagnes, une tombe scellée avec du béton, cachée parmi de vieux arbres et des échos sans nom. Au fil des mois, Laetitia Lopez a cessé d'attendre les réponses des autorités. Elle a compris que le cas de sa sœur, de son beau-frère et de ses neveux n'était une priorité pour personne d'autre qu'elle. Sur son bureau, là où s'accumulaient autrefois devoirs et reçus mensuels, quelque chose de différent a commencé à prendre forme, un hôtel de résilience et de mémoire. Elle y a placé des photos de Marila, Juan, Diego, Camila et Andrés, une bougie qu'elle allumait chaque soir, et un carnet à couverture noire qui est devenu sa bouée de sauvetage émotionnel, son journal intime. Au début, Laetitia l'utilisait pour consigner des données, dates de visite au parquet, noms des policiers, témoins potentiels. Mais bientôt, le journal s'est transformé en quelque chose de plus intime, un témoignage de douleur, de vide et de détermination. Dans ces pages, Laetitia écrivait des lettres à Marila, lui parlant comme si elle l'entendait encore. Elle lui racontait ce qu'elle faisait chaque jour pour la retrouver, ce qu'elle ressentait face à l'indifférence et la rage qui l'envahissait en constatant que d'autres cas plus récents étaient pris en compte tandis que le sien restait ignoré. Aujourd'hui, je suis allé au parquet et un autre officier, un nouveau, m'a aidé. Il m'a regardé avec pitié, comme si j'étais fou. Je lui ai tout expliqué à nouveau, il a pris des notes, mais son regard était ailleurs. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de nouvelles. Je ne sais pas combien de temps je pourrais continuer à répéter la même histoire. Au fil du temps, le journal devint aussi une source de structure. Laetitia organisa les recherches, nota les itinéraires alternatifs possibles que la famille aurait pu emprunter, dessina des cartes et schématisa les liens entre les noms qu'elle avait entendus, chefs locaux, policiers, rumeurs de chefs de place. Il y avait des jours où tout semblait logique, d'autres fois, elle sombrait dans le chaos de l'inconnu. En 2002, 3 ans après sa disparition, Laetitia a instauré une routine sacrée, tous les 11 jours, sans faute, elle sortait avec une boîte à chaussures remplie de tracts et les distribuait sur les marchés, aux gares routières et aux coins de rue animés de Culiacan. Sur le papier figurait la photo de famille avec la phrase « Les avez-vous vus ?» Parfois, elle recevait des regards de pitié, d'autres fois, un simple rejet. Un jour, un homme a déchiré l'affiche devant elle et lui a dit qu'elle jouait avec le feu. Laetitia n'a pas réagi, elle a ramassé les morceaux et a continué. Le journal contenait aussi une touche de tendresse. Elle se souvenait des anniversaires, des chansons des enfants et des phrases que Marila disait quand elle était nerveuse. En 2004, elle écrivait « Camila aurait eu 13 ans aujourd'hui. Je ne l'imagine pas. Elle aurait déjà le caractère bien trempé de sa mère. Aimerait-elle encore les livres sur les animaux? J'en ai acheté un au cas où elle reviendrait un jour. » La même année, Laetitia a rejoint un petit groupe de proches de disparus qui se réunissaient secrètement. La plupart étaient des femmes, certaines venaient d'autres régions de l'État. Elles partageaient des histoires similaires, des enfants jamais revenus, des frères kidnappés à de faux postes de contrôle, des maris enlevés sans explication. C'est là que Laetitia a découvert que sa douleur n'était pas unique et qu'elle a aussi découvert le pouvoir de la communauté. Ensemble, ils commencèrent à organiser des recherches informelles, armés de pelles, de bouteilles d'eau et de cartes rudimentaires, ils arpentèrent les collines, fouillèrent les grottes et cherchèrent la moindre trace, vêtements, os, douilles. Laetitia nota tout dans son journal et documenta chaque découverte, chaque chemin parcouru. Ils ne bénéficiaient d'aucune protection officielle, mais ils avaient quelque chose de plus fort, leur amour pour leurs proches. En 2010, Laetitia a participé à son premier rassemblement national de groupes de recherche. Elle s'est rendue à Mexico, son journal intime sous le bras. Là, elle a partagé son histoire devant des dizaines de personnes, montrant des photos et lisant des extraits de ses écrits.
Beaucoup ont pleuré en l'écoutant, d'autres l'ont serré dans leurs bras en silence. C'est là que quelqu'un lui a dit pour la première fois. Ta sœur vit en toi et, tant que tu parleras, elle ne sera pas oubliée. La même année, Laetitia reçut un appel menaçant, une voix masculine et sèche lui ordonna d'arrêter de fouiller dans le passé. Elle raccrocha sans répondre, mais ne s'arrêta pas. Elle commença à écrire moins de noms dans son journal pour protéger les autres. Elle en garda un exemplaire chez une amie et un autre dans une enveloppe scellée, qu'elle remit à un avocat qui lui proposa une assistance gratuite. Le journal de Laetitia demeure, à ce jour, une œuvre d'art vivante. Il compte plus de 400 pages, certaines sont tachées de larmes, d'autres soulignées à l'encre rouge. On y trouve de la rage, de l'espoir, du désespoir et de la tendresse, mais surtout, du souvenir, un souvenir qui a résisté au temps, à l'indifférence et à la peur. Et même si elle ne savait pas encore que sa persévérance changerait le cours de l'affaire, Laetitia avait accompli la tâche la plus difficile, préserver l'histoire de sa famille. Comme elle l'écrivait dans l'un de ses derniers messages, « Si nous les oublions, ils mourront. Je ne leur donnerai pas ce pouvoir. » Au fil du temps, le silence entourant la disparition de la famille Garcia Lopez cessa d'être une absence pour devenir un écho persistant. Dans chaque recoin des montagnes Badiraguato, dans chaque voix qui refusait de parler, se lisait une trace de quelque chose de plus profond. Laetitia, obstinée et patiente, savait que la vérité était là, enfouie parmi les arbres, les collines et les pactes non écrits. Il ne restait plus qu'à trouver la faille par laquelle elle pourrait émerger. En 2011, 12 ans après sa disparition, Laetitia reçut un appel inattendu. Un journaliste indépendant de Mazatlan, Martin Bellard, avait lu son cas dans une publication gérée par des groupes de recherche. Il souhaitait la rencontrer, entendre son histoire et lui offrit ce que personne d'autre ne pouvait lui offrir, son temps et sa disponibilité. Ils se rencontrèrent dans un café discret et Laetitia discutèrent pendant des heures. Martin prenait des notes et, surtout, écoutait. Un mois plus tard, il publiait un rapport intitulé « Ceux qui ne sont pas revenus du ranch », où il a raconté en détail l'histoire de la famille, l'abandon par les autorités et la force inébranlable de Laetitia. L'article contenait également une nouvelle information, une interview anonyme d'un ancien membre du cartel de Sinaloa, emprisonné dans une prison de haute sécurité, qui affirmait avoir entendu parler de la disparition d'une famille entière dans les montagnes, car elle se trouvait au mauvais endroit. La source n'a fourni ni nom ni date précise, mais a mentionné une zone précise, un étroit passage entre Juiciopa et Las Juntas, connu localement sous le nom de « la bouche de ». Selon le témoignage, il y avait là une grotte utilisée par le cartel comme lieu de détention et de punition. L'homme a déclaré qu'à la fin des années 1990, un règlement de compte avait été conclu à cet endroit parce que quelqu'un avait vu ce qu'il n'aurait pas dû voir, une exécution clandestine dont des civils avaient été témoins par hasard. Laetitia lut le rapport, les mains tremblantes. Quelque chose dans cette histoire lui parut vrai, même si ce n'était pas une preuve formelle. C'était la première fois en 12 ans que quelqu'un, même anonyme, mettait des mots sur ce qu'elle avait toujours soupçonné. Ce n'était pas un accident, ce n'était pas une perte injustifiée, c'était une élimination délibérée. Elle a porté le rapport au parquet et a demandé la réouverture de l'affaire. Elle a fait valoir qu'il y avait une nouvelle piste d'enquête, mais le policier responsable a rejeté l'information, la jugeant invérifiable. Laetitia est ressortie, une fois de plus, bredouille, seulement, cette fois, elle ne se sentait plus impuissante, elle était déterminée. Avec Martin Bellard, il organisa une petite expédition. Ils réunirent 2 guides locaux, membres discrets d'un groupe de recherche, et partirent pour la bouche de. Le sentier était périlleux, envahi par les broussailles et serpentant à travers ravins et collines. Il leur fallut 2 jours pour atteindre l'endroit indiqué par l'ancien trafiquant de drogue. Ils trouvèrent l'entrée d'une grotte partiellement recouverte de roches et de terre. Ils ne pouvaient pas descendre à plus de 10 mètres de profondeur, l'oxygène était rare et il faisait noir. Mais dehors, ils découvrirent quelque chose d'inquiétant, des restes de feux de camp, des fragments de cordes et un vêtement d'enfant enfoui dans la boue. Ils ont pris des photos, enregistré la localisation avec un GPS et remis le tout aux autorités. Cette fois, le parquet a envoyé un expert pour vérifier.
Le rapport a été bref, aucun reste humain ni preuve médico-légale concluante n'ont été découverts. L'affaire a été classée sans suite. Cependant, pour Laetitia, cette découverte confirma ses soupçons. Ce n'était pas une preuve légale, mais une preuve d'horreur. Là, dans cette chaîne de montagnes qui engloutissait les gens comme de la poussière au vent, un crime avait été commis, que tout le monde préférait ignorer. Elle retourna sur place 3 fois de plus au cours des années suivantes, toujours accompagnée. Elle documenta chaque visite dans son journal, en photographie, en enregistrement et, surtout, dans sa mémoire. Entre-temps, le nom de la famille Garcia Lopez circula parmi les groupes. Il devint un symbole, un avertissement, un exemple de l'échec du système, de la façon dont une affaire pouvait être ensevelie sous la peur et l'indifférence. Malgré tout, Laetitia n'a jamais cessé de croire qu'un jour elle trouverait ce qu'elle cherchait, une vérité, un corps, un signe. Elle savait que les secrets de la montagne, aussi profonds soient-ils, ne dureraient pas éternellement. Le silence, tôt ou tard, commence à se fissurer, et elle était là, attendant la première fissure. 24 ans passèrent, 2 décennies et demie marquées par le silence, la négligence institutionnelle et la douleur refoulée. Laetitia Lopez ne cessa jamais de chercher, même si le monde autour d'elle continuait à fonctionner normalement. Chaque 11 juin, elle allumait 5 bougies et déposait les photos désormais jaunies de Juan, Marila et des enfants devant l'autel de sa maison. Le temps n'avait pas effacé leurs visages, il les avait seulement recouverts d'une couche de poussière. Mais en 2023, quelque chose finit par se briser. L'appel arriva un lundi, peu après midi, alors que Laetitia consultait son agenda, et le téléphone sonna, un numéro inconnu. À l'autre bout du fil, une voix masculine grave, sans accent perceptible, dit fermement, « Ils ont trouvé quelque chose dans les montagnes. Ça pourrait t'intéresser. C'est confidentiel pour l'instant, mais tu devrais le savoir. » Puis il raccrocha sans donner de nom ni donner plus d'explications. Quelques heures plus tard, Laetitia a reçu confirmation d'un contact au sein d'un groupe de recherche de femmes disparues dans le nord de l'État. Grâce à un renseignement anonyme, un groupe de pisteurs avait localisé une grotte cachée dans un coin reculé des montagnes entre Huixiopae. Ce qui était inhabituel n'était pas son emplacement, la zone était criblée de cavités naturelles mais son état, scellé par du béton et entièrement recouvert de rochers et d'herbes. Personne ne l'avait jamais vu auparavant, ou personne n'avait voulu le voir. Le groupe a immédiatement sollicité l'aide des autorités médico-légales. Pour la première fois depuis des années, une opération conjointe impliquant le parquet de Sinaloa, la garde nationale et des experts indépendants a été déclenchée. L'accès n'était pas aisé, des engins légers ont été nécessaires pour dégager l'entrée bloquée. L'odeur était intense et ancienne, un mélange d'humidité, de rouille et de décomposition. Ce qu'ils découvrirent à l'intérieur était dévastateur, les restes squelettiques d'au moins 7 personnes, tous dans des états de détérioration variables. Certains contenaient encore des fragments de vêtements, d'autres étaient partiellement carbonisés. Parmi les objets récupérés se trouvait un médaillon en argent avec le nom Camila gravé au dos, une chaussure d'enfant avec des dessins de dinosaures, et un cahier moisi contenant des dessins, une écriture enfantine et des phrases simples comme « Maman m'a serré dans ses bras, et je n'ai pas peur si je suis avec elle ». La découverte fut gardée secrète pendant des jours, le temps des tests ADN. Laetitia fut appelée à témoigner et à fournir des échantillons biologiques, ce qu'elle attendait depuis toujours. Face à la vérité, elle sentit le souffle lui manquer. Elle ne pouvait plus marcher. Elle s'assit devant les experts et pleura en silence. Elle savait ce qui allait arriver. La confirmation est arrivée une semaine plus tard, les restes correspondaient au profil génétique de Juan, Marila, Diego, Camila et Andrés. L'autre squelette, toujours non identifié, appartenait à un homme adulte, le 7e, à une femme d'âge indéterminé. Personne d'autre n'avait signalé leur disparition, et personne ne les avait réclamés. Les rapports médico-légaux ont indiqué que les corps avaient été intentionnellement placés dans la caverne et scellés avec du béton peu après le décès. Il n'y avait aucune trace d'explosion, il ne s'agissait pas d'un accident, il s'agissait d'une exécution et d'un enterrement destiné à dissimuler, et non à honorer. Laetitia visita le site quelques jours plus tard, accompagnée de membres du groupe et de quelques experts.
Elle ne pleura pas. Elle marcha lentement parmi les rochers, toucha le bord de l'entrée et prit une profonde inspiration. Puis elle déposa une fleur blanche à l'entrée de la grotte. « C'est ici que nous commençons et c'est ici que nous finissons », dit-elle. La caverne était officiellement classée narcotombe. Ce n'était pas la première à Sinaloa, ni la dernière, mais celle-ci avait quelque chose de différent. Elle avait des noms, une histoire, des visages. La nouvelle fut divulguée aux médias quelques jours plus tard et déclencha une vague d'indignation. Le cas de la famille Garcia Lopez devint un symbole national d'impunité et de persévérance. Après 24 ans, Leticia savait enfin où ils étaient. Et, malgré l'immense douleur, il y avait au moins une tombe. Au moins, il y avait enfin une terre pour les pleurer. L'écho dans la caverne n'était pas seulement un phénomène physique, c'était le reflet du temps perdu, de voix silencieuses, de vies interrompues sans explication. Lorsque les experts sont descendus pour la première fois dans le narcotombeau, ils ont eu l'impression d'entrer dans un lieu où le temps s'était arrêté. L'air était lourd, chargé d'humidité et de mort. Des lampes de poche éclairaient des fragments épars d'une scène figée depuis plus de 2 décennies. Les murs de pierre, tachés par l'eau et le confinement, résonnaient lentement des sons. Chaque pas, chaque contact, chaque mot murmuré résonnait dans le vide, comme si quelque chose ou quelqu'un habitait encore ces lieux. Les restes ont été répartis en 2 zones distinctes. Dans la première, la plus proche de l'entrée, ont été retrouvés les corps de Marila, Juan et d'un des enfants, identifiés plus tard comme Diego. Leurs restes étaient à moitié enterrés, montrant des signes d'élimination hâtive mais prudente. Les corps ne présentaient aucun signe de violence directe sur les os, ni aucun signe suggérant une mort par traumatisme physique ou autre. Cela suggérait qu'ils étaient peut-être morts par asphyxie, confinement ou sédation. Au plus profond, presque au bout du couloir naturel de la caverne, se trouvaient les restes de Camila et d'Andrés. À côté d'eux se trouvait un petit carnet moisi, qui, à première vue, semblait irrécupérable. Cependant, grâce au travail de conservation des experts médico-légaux et des spécialistes en restauration de documents, une partie du contenu a été récupérée. Ce qui y a été lu a choqué tout le monde. Le carnet contenait des dessins enfantins des maisons, des arbres et une silhouette féminine avec le mot « maman » écrit à côté. Il y avait aussi de courtes phrases, écrites d'une écriture tremblante. On est ensemble. Je n'ai pas pleuré aujourd'hui. Il m'a dit d'aller dormir et de rêver de lumière. Les experts estiment qu'elles ont été écrites dans les derniers jours de la vie de Camila, peut-être dans des moments d'attente, d'obscurité ou d'isolement. Dans la marge, une phrase indélébile était inscrite. Je n'ai pas peur si maman chante doucement. Leticia, en recevant un exemplaire de ses écrits, les serra dans ses mains tremblantes. Elle ne pleura pas immédiatement, elle fixa simplement la page pendant de longues minutes. Puis, comme si son âme lui parlait à travers cette encre fanée, elle dit « Ils ont pris soin l'un de l'autre jusqu'au bout. C'est ce qu'ils étaient, une famille. » Même dans l'obscurité, les autorités ont trouvé d'autres objets, une petite chaussure avec une semelle de dessin animé, une médaille religieuse portant l'inscription « Saint Jude, prends soin de nous » et une mèche de cheveux attachée avec un élastique rose. Il n'y avait aucune trace de fusillade, aucune douille, aucune arme, aucune trace de sang visible n'ont été retrouvées. Tout indiquait une détention prolongée, peut-être quelques jours avant le décès. L'hypothèse la plus plausible était celle d'une exécution silencieuse, la famille avait été enlevée par des membres du cartel après avoir été témoin d'un acte compromettant, puis enfermée dans la grotte pour mourir sans laisser de traces. Le béton utilisé pour sceller l'entrée renforçait l'hypothèse d'une dissimulation délibérée, probablement menée par une personne influente au sein de l'organisation criminelle. Le fait que 7 corps aient été retrouvés et que seuls 5 d'entre eux correspondent à la famille a soulevé de nouvelles questions. Qui étaient les 2 autres? Pourquoi ont-ils été enterrés ensemble? Étaient-ils tous liés au même incident, ou ont-ils simplement été jetés au même endroit par commodité? Les réponses ne vinrent jamais. Les restes supplémentaires, sans correspondance ADN dans les bases de données, restèrent anonymes. Mais Leticia, avec l'intuition qui l'avait guidée pendant tant d'années, prononça une phrase qui allait définir les jours qui suivirent.
Peut-être que ce sont eux qui ont essayé de les aider. La presse s'est emparée de l'affaire avec intensité. Les médias nationaux et internationaux ont couvert la découverte, des articles ont été écrits, des documentaires ont été tournés et des décennies d'omission ont été dénoncées. Mais pour Laetitia, tout cela n'était que du bruit. Elle ne cherchait plus justice, du moins pas sur le plan institutionnel. Son seul besoin était de les enterrer, de les nommer et de les reconnaître. C'est ce qu'elle fit. Elle prépara 5 petits cercueils simples, ornés de fleurs sauvages et de photos de ses proches. Sur chacun, elle déposa une copie plastifiée des dessins de Camilla. Dans chaque coin de la pièce, elle alluma une bougie. Il n'y avait ni discours officiel ni autorité présents, juste elle, quelques membres de sa famille et les membres du groupe qui l'avaient accompagnée lors des recherches. Ce jour-là, Laetitia scella la caverne de l'intérieur non pas physiquement, comme le feraient plus tard les autorités, mais émotionnellement. Elle décida que ce lieu ne serait plus seulement une tombe, ce serait un sanctuaire du souvenir, car même sous terre, au milieu du silence absolu, les voix de ses proches continuaient de résonner, et elle avait appris à les écouter. Lorsque les experts légistes ont remis à Laetitia une copie restaurée du carnet retrouvé dans la grotte, elle l'a tenu comme s'il brûlait dans ses mains. Il était fragile, marqué par l'eau, la saleté et le temps, mais suffisamment intact pour contenir ce qu'elle n'aurait jamais imaginé, les derniers témoignages de la vie de ses neveux. L'écriture enfantine, pleine de courbes et de fautes d'orthographe, appartenait à Camilla, la fillette de 8 ans disparue avec sa famille en 1999. C'était un journal de fortune, écrit sur des feuilles volantes avec un stylo bleu qui commençait à s'user. Et, malgré l'obscurité et la peur qui entouraient ces mots, chaque phrase portait une lumière impossible à ignorer. « Salut, maman m'a serré dans ses bras et m'a dit de faire de beaux rêves. J'aime quand elle chante doucement. Je n'ai pas peur quand elle est là. » Le journal était chronologique. Certaines pages contenaient des dessins, une maison entourée d'arbres, un personnage masculin aux bras ouverts, peut-être Rohan, le père et une fille avec 2 tresses tenant un ballon rouge. D'autres contenaient des notes simples, comme si Camilla essayait de garder la raison malgré son confinement. Il fait chaud, il n'y a pas de fenêtre. Papa a dit qu'ils arriveraient bientôt. C'est étrange. Andrés dort et je m'occupe de lui. Les spécialistes ont estimé que les notes avaient été prises sur une période de 2 à 4 jours. Cela indiquait que, contrairement à la croyance initiale, la famille n'avait pas été tuée immédiatement. Ils avaient été amenés vivants dans la grotte, enfermés et abandonnés à leur sort. L'absence de lésions osseuses et la disposition des corps renforçaient l'hypothèse, la mort était lente, peut-être due à un manque d'oxygène, de nourriture ou d'eau. Une phrase de silence. Laetitia lisait chaque page avec l'attention de quelqu'un qui tient des reliques. Elle rejouait mentalement la voix de la petite fille, imaginant la fille de sa sœur appuyée contre la paroi humide de la grotte, essayant de réconforter son jeune frère, dessinant dans l'obscurité, écrivant pour garder espoir, un morceau d'enfance résistant au milieu de l'horreur. « Salut maman, il me prend dans ses bras et me dit qu'on est courageux », écrivait Camilla. Cette phrase résonna en Laetitia pendant des jours. Ce n'était pas qu'une histoire, c'était une preuve d'humanité, un témoignage de dignité face à la brutalité. Camilla, dans son innocence, comprenait mieux que n'importe quel adulte. La douleur était là, mais l'amour était plus fort. C'était, disait Laetitia à qui voulait l'entendre, la plus grande démonstration de courage. Les autorités, sous la pression de l'opinion publique, voulaient officiellement verser les documents au dossier, mais Laetitia refusait toute médiatisation des écrits. Elle affirmait qu'il s'agissait d'un contenu télévisé, et non d'un spectacle. Ces mots sont sacrés, les dernières voix de mes enfants. Je ne les prêterai pas à quelqu'un pour qu'il les transforme en curiosité morbide. Elle décida alors d'écrire chaque page à la main dans un nouveau carnet, relié en toile bleue la couleur préférée de Camilla, selon Marilla. Au début, elle écrivit une dédicace. Pour ceux qui ont enduré l'obscurité avec amour, pour ceux qui ont pris soin de leurs frères et sœurs jusqu'à leur dernier souffle, pour les enfants qui n'ont jamais cessé d'être lumière. Le carnet, conservé dans une boîte en bois près de l'autel familial, est devenu un symbole silencieux de tragédie et de tendresse.
Laetitia l'emporte avec elle lors de ses rencontres avec d'autres mères en quête de guérison. Elle ne le montre pas toujours, mais elle le tient fermement, comme quelqu'un qui porte en elle un fragment de vérité, d'amour indestructible, une preuve contre l'oubli. Camilla n'était pas seulement une victime, a-t-elle confié un jour à un journaliste. Elle était un témoin, une chroniqueuse. Elle a été une sœur jusqu'au bout, et elle survit dans ce journal. Ils survivront tous. Ce faisant, elle a réaffirmé sa propre voix, celle d'une femme qui n'a jamais laissé le silence ensevelir les noms qu'elle aimait. Car tant que ces mots subsisteraient, l'horreur ne serait pas absolue et le souvenir continuerait d'illuminer même les lieux les plus sombres. La découverte de la caverne scellée contenant les restes de la famille Garcia Lopez a secoué Sinaloa. La nouvelle a filtré lentement, d'abord à travers les réseaux de groupes de recherche, puis dans les médias alternatifs, jusqu'à ce qu'elle explose dans la presse nationale. Les gros titres parlaient d'un narco-tombeau familial, de la famille disparue pour avoir trop vu, de la vérité enfouie depuis 24 ans. Mais à Badirahu, l'impact fut différent. Il n'y eut ni protestation, ni hommage, ni commémoration, le silence régnait, un silence épais et tendu, comme un drap mouillé recouvrant tout. Laetitia l'a ressenti à son retour dans la région pour la reconnaissance officielle du site. Elle s'attendait, peut-être naïvement, à un geste de solidarité, à un visage compatissant, mais elle rencontra des regards distants, des portes qui ne s'ouvraient pas et un discret avertissement. Mieux vaut ne pas trop en dire, madame. Vous avez déjà trouvé votre peuple. Allez en paix. Les gens ne s'exprimaient pas, non pas par indifférence, mais parce que la peur régnait toujours. 24 ans plus tard, le visage du pouvoir de la drogue avait changé, mais son ombre demeurait présente. Nombreux étaient ceux qui connaissaient l'histoire. Certains connaissaient des détails qui n'avaient jamais été révélés, mais le pacte de silence forgé au fil des générations était plus fort que l'indignation. Lors d'une réunion informelle avec un groupe de femmes âgées du village, Laetitia entendit des confessions chuchotées. L'une d'elles, d'une voix à peine audible, dit « Oui, nous le savions. Pas tous, mais nous savions qu'ils étaient bloqués, qu'ils étaient désorientés, qu'il n'y avait plus rien à faire ensuite. » Une autre femme pleurait en silence. Elle racontait qu'elle avait travaillé comme cuisinière dans une ferme voisine et qu'elle avait vu passer le camion de Rouen ce jour-là. Elle n'avait jamais rien dit, par peur, j'avais de jeunes enfants, vous comprenez. Je ne pouvais pas prendre ce risque. Laetitia ne les jugeait pas, elle comprenait. La peur était une force puissante. Elle la ressentait elle-même depuis des années. Mais maintenant que les restes avaient été retrouvés et que l'histoire avait été révélée, il se demandait combien d'autres familles avaient été réduites au silence de la même manière. Combien de grottes comme celle-ci demeuraient cachées dans les montagnes, remplies d'ossements anonymes. Pendant ce temps, à Culiacan, les réactions étaient plus publiques, mais non moins hypocrites. Les autorités, qui avaient ignoré ces plaintes pendant des années, présentaient désormais leurs excuses lors de conférences de presse. Ils ont promis de nouvelles pistes d'enquête et des révisions procédurales. Laetitia les a regardés avec dédain. Elle savait que ces gestes n'étaient pas destinés à sa famille, mais plutôt à exercer une pression médiatique. Les organisations de défense des droits humains ont commencé à exiger que l'affaire soit portée devant les tribunaux et que les responsables soient identifiés, mais les structures de pouvoir à Sinaloa étaient complexes. Le parquet n'a fourni ni nom ni mandat d'arrêt, seulement des rapports techniques et des promesses creuses. Le dossier s'est soudain épaissi, rempli de papiers et de déclarations, mais dénué de toute justice. Laetitia a compris que la mémoire était sa meilleure arme, elle s'est donc mise à parler, à donner des interviews, à raconter sans cesse l'histoire de sa sœur, de son beau-frère et de ses 3 neveux. Il a montré les photos, les dessins de Camilla, les pages du journal, non pas pour rechercher la célébrité ou jamais mais pour que personne ne puisse dire qu'il ne savait pas, pour que le pays tout entier regarde au moins une fois cette caverne scellée et entende ce qu'il essayait de dire depuis des années. Je ne veux pas de vengeance, disait-il à chaque réunion. Je veux qu'on se souvienne d'eux, que leur nom ne soit pas perdu, qu'aucune autre famille ne subisse cela. Mais le silence persistait, non seulement à Badiraguato, mais dans bien d'autres villes, Ravin et Route. C'était un silence structurel, institutionnel,
intime, le genre de silence qu'on hérite, qu'on apprend dès l'enfance, qui nous apprend que demander est dangereux, que chercher peut coûter la vie, que pleurer en public est une façon de se trahir. Au milieu de ce silence, Laetitia est devenue une anomalie, une femme qui a rompu le pacte, qui a pointé du doigt sans crainte, qui a nommé ce que d'autres avaient effacé. Et cela, même si cela lui a coûté des amitiés, sa tranquillité d'esprit et des nuits blanches, était sa forme de justice, car elle avait compris quelque chose de fondamental, le silence n'est pas vide, c'est une forme de pouvoir, et raconter son histoire signifiait le défier. Pendant des années, Laetitia Lopez avait envisagé des dizaines de théories sur la disparition de sa famille. Certaines étaient si douloureuses qu'elle pouvait à peine les soutenir plus de quelques secondes, mais aucune ne semblait aussi proche de la vérité que celle qui avait émergé peu après la découverte de la grotte. Juan, son beau-frère, n'était pas une cible, il avait été témoin, un témoin involontaire. L'histoire a commencé à prendre forme grâce à un ancien agent de la police ministérielle qui, sous couvert d'anonymat, a contacté Laetitia par l'intermédiaire d'un journaliste du groupe. Il a affirmé avoir travaillé dans la région de Badiraguato entre 1998 et 2001 avant de démissionner pour raisons de santé, bien que tout porte à croire que la véritable raison était la pression exercée par des groupes criminels. Lors d'une réunion clandestine dans une maison sécurisée près de Sinaloa, il a partagé des informations jusque-là tenues secrètes. Le 11 juin 1999, selon son témoignage, une exécution avait eu lieu dans une ferme isolée appelée El Campito. Il s'agissait d'un arrangement interne, un membre du cartel avait été accusé de collaboration avec les forces fédérales. Il avait été emmené sur place pour interrogatoire, puis exécuté. C'était une pratique courante, rapide, silencieuse et sans témoin. Mais cette fois, quelque chose a mal tourné. Selon l'ancien agent, une camionnette s'est brièvement arrêtée à moins de 300 mètres des lieux. Quelqu'un, peut-être par erreur d'itinéraire, peut-être par curiosité, avait pénétré en territoire interdit. Aucun coup de feu n'a été tiré sur le moment, aucune poursuite, ils ont simplement noté le numéro de la plaque d'immatriculation, contacté un poste de contrôle par radio, et l'ordre a alors commencé, localiser, intercepter, disparaître. Le camion était un Ford Explorer vert, correspondant à la description du véhicule de Juan Garcia. Ce n'était ni un membre du cartel, ni un policier, c'était simplement un père de famille qui s'était éloigné de la route principale menant à son ranch. Un homme ordinaire qui, par malheur, était devenu le témoin d'un secret que personne n'était censé voir. Laetitia écoutait le récit en silence, le visage impassible. Elle ne pleurait pas, ne l'interrompait pas. À la fin, elle demanda simplement, pourquoi toute la famille? L'ancien officier baissa les yeux. C'est comme ça qu'on fait passer un message. Si on laisse des témoins vivants, la peur s'atténue. Si on efface tout, le silence règne. L'histoire concordait avec les détails précédents, l'absence de violence directe sur les restes, la disparition sans laisser de traces, le temps écoulé entre l'apparition et la disparition. Même l'emplacement de la grotte coïncidait avec une voie d'évasion secondaire utilisée par les agents du cartel dans les années 1990. Laetitia a porté cette information au parquet, cette fois avec le soutien des médias et la pression des organisations civiles. Mais la réponse a été une fois de plus évasive, sans preuve matérielle, nous ne pouvons pas poursuivre, ont-ils déclaré. Les témoignages anonymes ont été jugés insuffisants, et personne n'a voulu citer à la barre d'anciens membres des forces de l'ordre susceptibles d'être impliqués. Mais Laetitia ne dépendait plus du système. Elle savait que son pouvoir résidait dans son récit, dans les événements qu'elle reconstituait avec précision, dans l'écho social que ses mots suscitaient. Avec l'aide du journaliste Martin Bellard, elle publia un rapport détaillé détaillant tout, l'exécution, l'erreur, les représailles. L'article ne désignait pas de coupable direct, mais soulignait les responsabilités institutionnelles, les omissions délibérées et les complicités évidentes. Le pays tout entier le lut. Suite à cette publication, d'autres cas aux similitudes troublantes ont commencé à émerger, des personnes disparues après avoir été témoins d'affrontements, des civils bloqués dans des zones sensibles, des familles entières disparues parce qu'elles se trouvaient au mauvais endroit. Le schéma était clair, Juan n'était pas une cible, il était un miroir, et sa famille,
le prix à payer pour avoir regardé trop loin. Pour Laetitia, la révélation n'apporta pas de réconfort, mais elle guérit une blessure, celle de l'incertitude. Savoir ce qui s'était passé, même brutal, même injuste, valait mieux que d'imaginer sans cesse. Et en nommant cette vérité, en la disant à voix haute, elle désarma peu à peu le pouvoir de la peur. Ce n'étaient pas des victimes au hasard, a-t-il déclaré lors d'une interview. Ils ont été réduits au silence pour avoir vu quelque chose qu'ils n'auraient pas dû voir. Mais maintenant, nous le voyons tous, et cela change tout, car au final, les témoins inconscients ne meurent pas complètement. Si quelqu'un se souvient d'eux, si quelqu'un raconte leur histoire, le secret cesse d'être un secret et l'impunité commence à trembler. Lorsque Laetitia reçut la confirmation officielle que les restes retrouvés dans la grotte appartenaient à sa sœur Marilla, à son beau-frère Juan et à ses 3 neveux, quelque chose en elle se brisa enfin. Pendant 24 ans, elle avait vécu avec l'espoir douloureux, mais vivace, de peut-être les retrouver vivants. Cette possibilité s'était éteinte. Mais à sa place, une nouvelle force est apparue, le besoin de justice. La première bataille a consisté à obtenir du bureau du procureur général de l'État qu'il reconnaisse publiquement sa responsabilité institutionnelle dans la négligence de cette affaire. Laetitia, accompagnée de représentants d'organisations de défense des droits humains, a exigé une audience avec le procureur général. La réunion, tenue à huis clos, était tendue. Laetitia n'a pas demandé de faveur, elle a exigé des explications. Vous aviez les noms, les dates, les itinéraires, et vous n'avez rien fait, a-t-elle dit fermement. Chaque jour de silence est aussi de votre faute. Le procureur, visiblement mal à l'aise, a admis de graves omissions et a promis une enquête interne. Quelques jours plus tard, un communiqué officiel a été publié, reconnaissant que l'affaire avait été traitée de manière inappropriée à l'époque. C'était la première fois qu'une autorité reconnaissait publiquement l'abandon de l'affaire, mais Laetitia savait que cela ne suffirait pas. Elle a insisté pour que l'enquête soit officiellement rouverte sous une nouvelle rubrique, homicide aggravé et disparition forcée, au niveau fédéral. Elle a également demandé des mesures de protection pour sa famille après avoir reçu de nouvelles menaces téléphoniques suite à ses apparitions publiques. Parallèlement, à Culiacán, des groupes de recherche et des organisations civiles ont appelé à une marche en mémoire de la famille García López. Plus de 300 personnes ont marché en silence de la cathédrale au palais du gouvernement, portant des photos des disparus, des croix blanches et des banderoles sur lesquelles était inscrit « La vérité n'est pas enterrée ». Laetitia, en tête, tenait une photo de Camila avec l'inscription « Elle aussi mérite justice ». L'affaire a commencé à faire écho dans d'autres régions du pays. Des membres du Congrès ont exigé des audiences. Des universitaires ont rédigé des essais sur l'impunité structurelle et des universités ont organisé des forums avec Laetitia comme invitée. Son histoire est devenue un symbole non seulement d'horreur, mais aussi de persévérance. Mais la justice ne se résume pas aux tribunaux. Laetitia l'a bien compris, et c'est pourquoi elle a promu un projet dont elle rêvait depuis des années, la création d'un mémorial pour les victimes de disparition à Sinaloa. Non pas un monument froid, mais un lieu vivant, avec des arbres, des plaques nominatives et une salle d'archives ouverte au public. Il a réussi à lever des fonds grâce au soutien d'ONG et de dons anonymes. Sous la pression, le gouvernement a cédé un terrain en périphérie de la ville. Pendant que le mémorial prenait forme, la procédure judiciaire avançait. 2 ans après la découverte, en 2025, le premier mandat d'arrêt a été émis contre un ancien commandant de police municipale lié à un réseau de dissimulation de disparitions dans les montagnes. Bien qu'il ne soit pas directement impliqué dans l'affaire García López, son arrestation a révélé les liens entre les forces de l'ordre et les groupes criminels. Laetitia ne se faisait pas d'illusions. Elle savait qu'elle n'était qu'un maillon mineur, mais elle célébrait cette arrestation comme un acte symbolique, un message. Quelqu'un était enfin tenu responsable. Et, surtout, elle savait que la véritable justice était déjà en train de se construire dans chaque mère qui faisait entendre sa voix, dans chaque groupe qui s'organisait, dans chaque jeune qui lisait l'histoire et décidait que le silence ne pouvait plus être la norme. Ma sœur ne reviendra pas, a déclaré Laetitia lors d'interviews. Mes neveux non plus, mais si leur histoire contribue à éviter une autre disparition,
alors ils ne sont pas morts en vain. Telle était sa vision, une justice possible, incomplète, peut-être différée, sans doute, mais pas impossible, car, comme elle l'avait appris de ses propres yeux, la justice ne commence pas devant les tribunaux, elle commence quand quelqu'un refuse d'oublier. Depuis des années, le Mexique s'est habitué à vivre au milieu des chiffres, nombre de morts, de disparus et de fosses communes, des chiffres qui fluctuent selon l'administration, la région et l'intérêt politique du moment. Mais derrière chaque chiffre se cachent des noms, des histoires et des visages. L'affaire de la famille Garcia Lopez, ramenée de l'oubli par l'obstination de Leticia, a révélé une vérité dérangeante, le temps n'efface pas les crimes, il ne fait que les enterrer plus profondément. Après la découverte de la grotte, les équipes de recherche ont commencé à examiner d'anciens dossiers. Certains remontaient aux années 1980, d'autres plus récents. Ils présentaient des schémas similaires, disparitions sans laisser de traces, disparition de familles entières dans des zones dominées par le trafic de drogue, enquêtes bloquées ou mal clôturées. Nombre de ces cas n'avaient pas été suivis d'effet, d'autres n'avaient tout simplement pas été officiellement enregistrés. Le constat était on ne peut plus clair, la disparition de la famille Garcia Lopez n'était pas une exception, elle s'inscrivait dans un système qui, par ses actions ou son inaction, permettait la disparition de personnes sans conséquence. La chaîne de montagnes Badiraguato, comme d'autres régions du pays, fonctionnait sous son propre code, un territoire où l'État n'arrivait pas ou arrivait trop tard, où les lois étaient dictées à coups de fusil et où le silence était plus puissant que n'importe quelle décision de justice. Le mémorial que Leticia a contribué à construire est devenu un lieu de rassemblement, non seulement pour se souvenir, mais aussi pour nommer les disparus. Chaque semaine, de nouvelles plaques étaient apposées avec les noms des disparus. Chaque nom était une histoire que quelqu'un refusait de laisser tomber dans l'oubli. Au pied de l'arbre central du jardin, Leticia fit placer une sculpture, une jeune fille tenant un carnet, assise à côté de son jeune frère, Camila, et d'Andrés sa dernière image d'eux, immortalisée dans le bronze. Là, de nombreuses familles ont commencé à se rassembler, à partager des histoires, à tisser des liens et à organiser de nouvelles recherches, car ce que l'État n'offrait pas, il le créait, la mémoire, le soutien, la vérité. Une anthropologue judiciaire travaillant avec des collectifs de Sinaloa a expliqué quelque chose qui allait profondément marquer Leticia, le sol mexicain regorge de vérité, il suffit de savoir les écouter. Cette phrase est devenue sa devise. Parce que chaque tombe retrouvée, chaque os sauvé, chaque vêtement reconnu, était une histoire qui revenait du silence. Lors d'une interview télévisée, on a demandé à Leticia comment elle avait réussi à survivre aussi longtemps. Elle a répondu sans hésiter, parce que j'ai compris que la mort ne met pas fin à la vie, mais à la mémoire. Tant que je me souviens d'eux, ils sont toujours là. Sa réponse est devenue virale. Des milliers de personnes ont partagé la phrase, non pas comme un slogan, mais comme un cri de ralliement, une forme de résistance. Sous la pression de l'opinion publique, le gouvernement de l'État a commencé à allouer davantage de ressources aux parquets spécialisés. Des affaires oubliées ont été réactivées, des restes humains ont été exhumés dans les zones rurales et des profils génétiques ont été croisés. Au cours des années suivantes, plus de 20 personnes ont été retrouvées, certaines vivantes, beaucoup mortes, mais toutes avec des noms. Leticia a été invitée à prendre la parole devant la Chambre des députés. Elle a apporté un exemplaire plastifié du carnet de Camila, non pas pour le montrer, mais pour rappeler aux législateurs la raison de leur présence. Il leur a parlé d'impunité, de négligence institutionnelle et de peur, mais il leur a aussi parlé de dignité, de résistance et de vérité. Il a conclu son discours par une phrase restée gravée dans la mémoire de tous, les disparitions ne sont pas seulement des crimes contre les personnes, ce sont des crimes contre la mémoire d'un pays, et un pays sans mémoire est condamné à répéter sa tragédie. Ce jour-là, le Congrès a approuvé à l'unanimité une résolution déclarant le 11 juin journée nationale de commémoration des personnes disparues, en l'honneur de la famille Garcia Lopez, en l'honneur de Leticia, en l'honneur de tous ceux qui refusent de se rendre. Parce qu'il y a des crimes que ni le temps, ni la peur, ni le silence ne peuvent effacer. S'il est une figure qui incarne la lutte contre l'oubli à Sinaloa, c'est bien Leticia Lopez. Ce qui a commencé comme une quête désespérée d'une sœur s'est transformé au fil du temps en une croisade pour la mémoire, la justice et la vérité.
Son histoire personnelle s'est entrelacée avec celle de centaines de familles, devenant un phare pour ceux qui, comme elle, refusaient d'enterrer leurs morts sans réponse. Pendant plus de 2 décennies, Laetitia a vécu au milieu de dossiers, de photographies, de cartes et de bougies. Elle a fait de sa maison son centre d'opération, de son carnet ses archives, de sa vie entière son tranchée. Alors que d'autres cherchaient à avancer, elle a choisi de ne pas avancer sans d'abord trouver. Cette décision douloureuse, épuisante et souvent solitaire l'a transformée. Laetitia n'avait aucune formation juridique ni études spécialisées, mais elle a appris à lire les dossiers, à identifier les incohérences et à reconnaître les schémas récurrents. Il a développé des compétences qu'il ne connaissait pas auparavant, la logistique de recherche, la gestion des médias, les relations institutionnelles et l'autodéfense émotionnelle. Elle ne l'a pas fait par vocation, mais par nécessité, car elle comprenait, comme tant d'autres mères et sœurs au Mexique, que si elle ne le faisait pas, personne ne le ferait. Malgré les menaces constantes, voilées et explicites, Laetitia ne s'est jamais cachée. Elle a appris à se déplacer avec prudence, à parler avec prudence, à protéger son entourage. Elle savait que sa visibilité était sa seule protection, et elle l'utilisait stratégiquement. Chaque interview était une dénonciation, chaque apparition publique un bouclier. Au fil du temps, elle a fondé l'organisation Voz de la Sierra, dédiée au soutien des familles de personnes disparues en zone rurale. Elle leur offrait un soutien psychologique, des conseils juridiques et une formation aux recherches médico-légales. Ils ont commencé avec 3 personnes, et après 2 ans, ils étaient déjà plus de 50. Laetitia est devenue une figure emblématique, non pas par sa notoriété, mais par sa constance. Son foyer, autrefois silencieux, s'est rempli de voix. Celles de femmes en quête, d'enfants posant des questions, de journalistes désireux de comprendre. Là, entre café, larmes et papier, des réseaux se tissaient. Et dans chaque histoire, Laetitia revivait la sienne, non pas comme une blessure ouverte, mais comme un moteur de lutte. Parfois, elle s'autorisait à se souvenir de Marilla, non pas comme d'une victime, mais comme d'une sœur. Elle riait de petites anecdotes, la fois où elles avaient brûlé du riz parce qu'elles avaient trop parlé, la chanson qu'elles chantaient pour faire le ménage ensemble, les conseils qu'elle ignorait avant de finir par suivre. Ces souvenirs l'ont gardé les pieds sur terre, car elle ne cherchait pas seulement justice pour le crime, mais pour les vies qui leur avaient été arrachées. Laetitia n'a plus jamais vécu comme avant. Son monde ne lui appartenait plus. Il était peuplé de visages absents, de noms imprimés sur des banderoles et de dates douloureuses. Mais elle n'a jamais regretté son choix. Il a dit qu'au fond de lui, il avait trouvé un but plus grand, un but qu'il n'avait pas demandé, mais qu'il avait accepté avec courage. Lors d'entretiens, on lui demandait si elle ne se sentait pas fatiguée, si elle n'avait pas l'impression de se battre contre des moulins à vent. Elle répondait fermement. Oui, je suis fatiguée chaque jour, mais je n'abandonne pas, car abandonner reviendrait à accepter qu'ils n'ont plus d'importance. Et je ne suis pas venu pour enterrer ce souvenir, je suis venu pour le ressusciter. La figure de Laetitia a transcendé les frontières. Elle a été invitée à des conférences en Colombie, en Argentine et en Espagne. Elle a partagé son expérience avec d'autres mouvements. Elle a appris des autres luttes. Il a découvert que la douleur a un langage commun, tout comme la résistance. Elle ne cherchait pas à devenir un symbole, mais elle en est devenue un. Elle ne cherchait à représenter personne, mais elle a fini par représenter des milliers de personnes. Car son histoire n'était pas seulement la sienne. C'était l'histoire d'un pays où l'impunité était devenue la norme, et où des femmes comme elle ont décidé qu'elles ne pouvaient ni ne devaient se taire. Laetitia, l'infatigable, continuait à marcher. Non par colère, mais par amour. Amour pour sa sœur, pour ses nièces et neveux, pour son peuple, pour la vie qu'il méritait. Car elle savait que tant qu'elle marcherait, d'autres ne cesseraient de chercher. Et à chaque pas, à chaque mot, à chaque nom qu'il prononçait, il disait au monde ce que le Mexique ne pouvait plus nier, personne ne disparaît complètement tant qu'il y a ceux qui se souviennent de lui. Le 11 juin 2024, exactement 25 ans après la disparition de la famille Garcia Lopez, une cérémonie a eu lieu à Culiacán que beaucoup pensaient ne jamais avoir lieu. C'était le jour de l'adieu final.
Non pas un jour de résignation, mais un jour de dignité retrouvée. Un acte de mémoire, d'amour et de résistance. Dès les premières heures du matin, des membres des familles, des membres de groupes, des journalistes et des citoyens ont commencé à se rassembler dans le jardin du mémorial construit en l'honneur des victimes de disparition. Au centre, 5 petits cercueils sobres, ornés de fleurs blanches et d'un ruban sur lequel on pouvait lire « Ici reposent ceux qui n'ont jamais été oubliés ». Laetitia, vêtue d'un chemisier lilas et le visage serein, salua chacun d'un geste de gratitude. Elle ne pleura pas, non pas parce que la douleur avait disparu, mais parce que ce jour n'était pas seulement un jour de deuil, mais aussi de justice symbolique. Ils ont marché ensemble du mémorial jusqu'à une petite chapelle qui avait été restaurée pour l'hommage. Devant, une banderole présentait les photos de Juan, Marila, Diego, Camila et Andrés. Les images avaient été récupérées et restaurées numériquement, avec des couleurs douces et des cadres en bois clair. Elles semblaient d'un autre temps, intactes. Il n'y eut aucun discours officiel pendant la cérémonie. Laetitia l'avait clairement indiqué. Elle ne voulait pas de paroles creuses de la part des politiciens, ni de la présence d'autorités restées silencieuses pendant des années. À sa place, un professeur à la retraite, un ancien collègue de Marila, un ami d'enfance de Juan et un jeune membre du collectif Voz de la Sierra, qui avait accompagné les récentes recherches, ont pris la parole. Le moment le plus émouvant fut celui où Laetitia prit le micro. D'une voix ferme, elle brandit une feuille manuscrite et commença. Il y a 25 ans, nous avons dit au revoir à ma sœur sans le savoir. Aujourd'hui, nous lui disons adieu avec son nom, son histoire et notre amour intact. Ce n'était pas un accident, c'était un crime. Et même si les responsables sont toujours en liberté, nous sommes aujourd'hui libérés du silence. Les applaudissements furent spontanés, lents et contenus. Ce n'était pas de la célébration, c'était du respect. Puis, Laetitia se dirigea vers les cercueils. Sur celui de Camila, elle déposa le carnet retrouvé dans la grotte, désormais protégé par une capsule transparente. Sur celui d'Andrés, un vieil ours en peluche qu'elle gardait depuis plus de 20 ans. Sur celui de Marila, une lettre. Sur celui de Juan, une petite croix en bois. Et sur celui de Diego, une pierre lisse sur laquelle était écrit à la craie le mot « courageux ». La cérémonie s'est conclue par une marche jusqu'au lieu où la dépouille serait inhumée. Ce n'était pas un enterrement ordinaire, c'était une cérémonie de souvenirs. Chaque participant a écrit une phrase sur un ruban blanc et l'a attachée aux arbres du jardin. Des phrases comme « Tu n'es pas seul, merci d'avoir résisté, nous pensons à toi ». L'air était rempli de murmures, pas de larmes. Laetitia s'assit au fond, à l'ombre d'une rose trémière, et ferma les yeux. Elle ne cherchait pas la paix. La paix, disait-elle, était un luxe qu'elle ignorait, mais elle ressentait un sentiment de clôture, une certitude. Ils sont déjà là où ils doivent être. Avec un nom, une histoire, une justice partielle, mais avec la vérité. Et personne ne peut nous enlever cela. Le cas de la famille Garcia Lopez restera dans les mémoires comme l'un des plus emblématiques de l'histoire contemporaine de Sinaloa. Non pas pour la violence subie, mais pour la lutte qui suivit. Non pas pour l'horreur du crime, mais pour la lumière de ceux qui refusèrent de se rendre. Laetitia continuerait à travailler, à soutenir, à chercher. Mais ce jour-là, elle put enfin s'asseoir et dire au revoir, non pas comme quelqu'un qui perd, mais comme quelqu'un qui honore. Comme quelqu'un qui, contre toute logique, avait réussi à faire fleurir la mémoire dans le désert de l'oubli. Parce qu'il y a des histoires qui ne s'arrêtent pas avec la mort. Des histoires qui, une fois racontées, deviennent éternelles. Et celles de Juan, Marila, Diego, Camila et Andrés, grâce à Laetitia, font désormais partie de la mémoire vivante d'un pays qui cherche encore la vérité au milieu des ténèbres.